Mais sur un sujet sur les infrastructures, il y a vraiment beaucoup de points. Il y a déjà effectivement les infrastructures en termes de transport, effectivement, et là-dessus, on peut dire qu'il y a eu des rénovations. On le voit dans la ville de Paris, notamment sur certaines. C'était dans le Grand Paris, ça, déjà. Mais exactement, c'était des projets qui étaient déjà enclenchés. Après, on peut dire que le projet Grand Paris découle aussi de la volonté de Paris de pouvoir organiser les Jeux Olympiques. C'est aussi. Ah non, ça avait commencé bien avant le Grand Paris. Je suis pas certain. Non, vous croyez pas? Non, je ne suis pas certain. Et après, par contre, le deuxième élément sur les infrastructures, il faut le dire quand même, c'est que sur les infrastructures sportives, c'est-à-dire qu'on a construit une piscine à Saint-Denis, une immense piscine olympique qui ne sera pas utilisée parce qu'elle n'est pas aux normes. Et donc là, on est encore face à une défaillance de l'État, c'est-à-dire qu'on commence à faire des grands projets, ce qu'on appelle en économie les projets éléphants blancs, c'est-à-dire qu'en fait, on met beaucoup d'argent sur, comme ce qu'a fait le Brésil en réalité, on met beaucoup d'argent sur des stades, sur des infrastructures sportives qui ne sont pas aux normes, qui ne sont pas utilisées. On pensait que l'État, l'administration française pouvait s'en prémunir. Or, on le voit avec cet exemple de la piscine de Saint-Denis que ça ne sera pas le cas. Et bon, on va faire un petit pas de côté avant de revenir sur l'actualité politique française. On a énormément de sujets abordés ensemble. On va notamment parler de la droite tout à l'heure, de la... Kamala Harris n'est pas la meilleure candidate du camp démocrate. Elle est la plus légitime, mais elle n'est pas la plus... Pourquoi elle est la plus... C'est ce que dit Marc, et je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. En fait, pour gagner l'élection présidentielle, quand vous regardez un candidat démocrate, pour gagner l'élection présidentielle, Kamala Harris est moins bonne que Joe Biden pour pouvoir gagner l'élection présidentielle. Parce qu'en fait, certes, elle va faire un meilleur vote populaire que Joe Biden, parce que, effectivement, comme a dit Nathan, elle va être plus pugnace dans les débats, elle va surmobiliser l'électorat démocrate, effectivement. Mais le problème, c'est que le vote aux États-Unis, c'est pas un vote comme on peut avoir la présidentielle française au suffrage direct, universel direct, c'est un vote indirect. Et donc, il faut regarder les performances électorales de Kamala Harris dans les swing states. Or, il y a deux types de swing states. Alors, on va tenter d'expliquer également aux téléspectateurs. Alors, les swing states, ce sont les États qui peuvent basculer et faire effectivement évoluer l'élection. Exactement. Ce sont des États clés. État bascule. C'est ça, parce que les Américains votent pour des grands électeurs qui ensuite après votent pour le président de la République. Il y a deux types de swing states, donc d'États clés. Il y a les États donc, de la Sun Belt, donc c'est au sud des États-Unis, donc plutôt proche de la frontière mexicaine. Or, avec la politique migratoire qu'a mis en place Joe Biden, qui n'est pas un franc succès, versus celle de Donald Trump, pour qui les Américains ont en tout cas l'idée... On fait une analyse assez poussée avec vous de... Non, mais c'est bien. La Sun Belt, il faut dire aussi que c'est notamment une région importante qui a beaucoup souffert de la désindustrialisation. Exactement, souffert de la désindustrialisation et qui souffre aussi de la politique migratoire avec justement la pression migratoire au niveau justement des immigrés mexicains. Donc là-dessus, Kamala Harris, comme Joe Biden, de toute façon, avait très peu de chances de récupérer, quand on regarde les sondages, ces États clés. Les deuxièmes, et c'est ça le plus important, les deuxièmes swing states, donc les États disputés, c'est donc ce qu'on appelle la Rust Belt, donc c'est autour de la région des Grands Lacs. Pour schématiser pour les auditeurs, c'est un peu comme les Hauts-de-France chez nous, on va dire. Donc c'est des États très désindustrialisés, donc le Michigan, le Wisconsin, etc. Or, quand vous regardez les performances électorales de Joe Biden versus celles de Kamala Harris, Joe Biden était un meilleur candidat parce qu'il a une politique, notamment une politique économique avec l'Inflation Reduction Act, donc la politique de réindustrialisation américaine. Ah, nous parlez pas de l'IRA, ça a été un sacrilège pour nous, les Européens. Ça a été très dur. Oui. Exactement, il a sacrifié l'industrie européenne et française pour privilégier la sienne. Il a fait du protectionnisme, un petit peu du protectionnisme vert. En fait, il a repris la politique de Donald Trump, mais il a un peu verdi avec un volet environnemental. Cette politique-là est appréciée par les Américains dans ces pays-là, dans ces États-là, pardon. Or, Kamala Harris n'incarne absolument pas ça. Kamala Harris, elle vient de la Californie, donc elle est issue de cette comme disait Marc, de cette nouvelle génération d'élus démocrates, et donc elle n'incarne pas et elle ne parle pas à cette Amérique blanche, notamment les suburbs, donc c'est plutôt les électeurs, on va dire un peu riches, un peu aisés, donc un peu haute scène en France, et les électeurs du coup plutôt classe populaire blanche. Et en perdant ces électeurs-là, Kamala Harris risque de ne pas gagner les États clés, et donc Donald Trump va être élu. Je ne vous ai pas vu prendre de notes, Elisabeth. Non, j'écoute avec un grand intérêt. Parce qu'effectivement, que le conflit israélo-palestinien ne soit importé progressivement en France, finalement. Et malheureusement, j'ai envie de dire, ce conflit était d'ores et déjà peut-être sur notre territoire. Oui, il y a des gens dans notre pays qui ont fait une stratégie clientéliste, qui ont fait de ce conflit justement un argument politique, un étendard politique. D'abord, en réaction aux attentats
dramatiques qui ont frappé Israël au 7 octobre, puis ensuite après pour les élections européennes, puis pour les élections législatives, en disant aux gens, si vous votez pour la France insoumise, vous votez pour la Palestine. Et c'est comme ça que la France insoumise, on va dire, fait voter les gens dans les quartiers. C'est pour ça que vous avez une mobilisation électorale un peu plus accrue sur ces dernières élections aux européennes et aux législatives dans un certain nombre de territoires, notamment en Seine-Saint-Denis. C'est tout bonnement insupportable parce qu'il faut rappeler, et Elisabeth l'a bien rappelé, c'est Munich 72. Munich 72, c'est quand même un drame absolu, c'est quand même un moment où justement les Jeux Olympiques, qui sont censés être une trêve internationale, une trêve politique majeure dans l'histoire, on va dire, contemporaine, sont pris en otage par des personnes, et en l'occurrence à l'époque c'était le Septembre Noir. Le Septembre Noir, exactement, et ce sont eux qui ont fait cet attentat. Or, ce qu'il faut quand même dire aujourd'hui, c'est que dans le monde arabo-musulman, notamment avec tous les réseaux terroristes qu'il y a des gens qui meurent d'envie de pouvoir faire des attentats terroristes islamistes en France lors des Jeux Olympiques contre la délégation israélienne. C'est pour ça que les pouvoirs publics ont tout intérêt à être ultra vigilants sur la réponse justement et sur le renseignement. Et c'est pour cela qu'on a besoin d'une coopération internationale avec tout l'ensemble des États, notamment au niveau européen, pour éviter ce qui est le cas exactement, pour éviter justement un drame et salir les Jean-Noël Barrot. Je vous donnerai la parole dans un instant. Et on fera un tout petit point sur l'actualité avec vous, Somaya. Politiques ont instrumentalisé la droite, disons, de David Lisnard, le maire de Cannes, qui en parle beaucoup. Non, la stratégie que proposent les Républicains, en fait, elle est double. C'est-à-dire que les Républicains sont tiraillés entre le fait de ne pas bloquer les institutions, donc de ne pas rajouter de la crise à un chaos politique qui a été provoqué par Emmanuel Macron et qui a été provoqué aussi par le fait que les conclusions de la dissolution ont rendu l'Assemblée nationale ingouvernable, puisque vous avez 3 blocs aujourd'hui et que, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, chaque bloc est minoritaire et l'ensemble des oppositions peut renverser n'importe quel bloc. Donc les Républicains ne veulent pas ajouter de la crise à la crise, et surtout ils essayent de proposer, en tout cas on peut leur reconnaître le fait qu'ils aient été les seuls à proposer à mettre sur la table des propositions, en tout cas des grands principes, on va dire, de politique publique sur lesquels justement il peut y avoir des consensus, puisque c'est de ça dont on parle. C'est-à-dire que l'objectif aujourd'hui de l'Assemblée nationale, c'est de faire émerger des consensus sur des thèmes clairs. Là-dessus, est-ce que sur les sujets de la France, enfin, ne pas favoriser l'assistanat et pas privilégier la France du travail, est-ce qu'il ne peut pas y avoir un consensus entre les macronistes, entre la droite républicaine, éventuellement le Rassemblement national qui pourrait voter certaines mesures. Pareil sur la politique migratoire, on est plutôt sur ce type de proposition. Et là-dessus, en tout cas, ça répond, on va dire, à l'impératif aujourd'hui de l'Assemblée nationale, qui est qu'elle est ingouvernable et qu'il faut aller chercher des dénominateurs communs les plus petits possibles entre l'ensemble des factions politiques. Moi, écoutez, justement, et je vous donne la parole dans un instant, Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau, qui se sont exprimés hier, notamment le patron de ce nouveau groupe, la droite républicaine à l'Assemblée nationale, sur la gravité de la situation et sur le fait qu'il ne souhaite pas bloquer le pays. Écoutez. Et on va écouter Laurent Wauquiez notamment. La Belgique a vécu 2 fois pendant plus d'1 an sans gouvernement. Alors un gouvernement, est-ce vraiment nécessaire ? Non, après sur la question du budget, on finira en musique, si ça vous plaît. Très quelques mots sur le budget. C'était l'argument de la dissolution. En tout cas, c'était un des arguments rationnels de la dissolution. C'était qu'Emmanuel Macron disait et considérait qu'il ne pouvait pas faire passer de budget à la fin de l'année, puisque les Républicains effectivement voteraient ou déposeraient une motion de censure qui pourrait être votée par l'ensemble des oppositions. Or, aujourd'hui, ce qui va se passer, donc, c'est la question de la préparation du budget. C'est pour cela, nous pensons, on va dire, au sein de notre think tank, que Emmanuel Macron va utiliser le budget pour justement mettre les oppositions face à leurs responsabilités. C'est-à-dire, est-ce que, mettons qu'on soit dans l'hypothèse qu'on est dans une France ingouvernable, que le président de la République nomme ce qu'on appelle un gouvernement technique, donc un Premier ministre dépourvu de capital politique et qui va avoir juste comme unique objectif préparer le budget avec les administrations, comme vous l'avez rappelé. Dans ces conditions-là, et donc un budget qui serait plutôt austéritaire, puisque forcément, on va être contraint par... austéritaire. Exactement, par le Fonds monétaire international et surtout par l'Union européenne. Si les oppositions, notamment le Rassemblement national et le Nouveau Front populaire, ne votent pas un budget comme ça, est-ce que justement les Français ne vont pas se dire que ce sont plutôt maintenant eux qui bloquent le pays plutôt qu'Emmanuel Macron? À ceci près quand même que c'est Emmanuel Macron qui nous a mis notre... On aura l'occasion, je pense, d'en reparler d'ici le vote du budget à l'automne. On finit cette émission en musique. Vous l'avez promis. On l'avait